J'ai beaucoup de plaisir à accueillir Alain Diribarne qui est à ma gauche parce qu'il y a 22 ans, c'est lui qui m'a accueilli au CNRS. En fait, à l'époque, Alain Diribarne était responsable des sciences humaines et sociales et à l'époque, on accueillait les gens au CNRS et on leur souhaitait la bienvenue. Et donc, vous m'aviez souhaité la bienvenue quand je suis rentré au CNRS et j'en garde d'abord, j'y suis toujours, et j'en garde un bon souvenir. Alors Alain Diribarne, c'est un des grands chercheurs français, bien sûr, économiste, docteur en sciences économiques, qui a été auteur de nombreux ouvrages sur l'innovation, qui est administrateur de la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme, directeur de recherche au CNRS, et je pourrais dérouler un CV long comme le bras. Et c'est un grand penseur qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre cet après-midi pour se coltiner une question difficile, au fond. C'est est-ce que ces fameuses idées reçues autour desquelles on tourne depuis quelques jours, c'est un frein à l'innovation? Est-ce que le sens commun, ça empêche de penser, pardon, ça va aussi empêcher de pécher, ça empêche de penser de manière originale et de manière innovante? Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a un doctorat d'État en économie et qui a été envoyé en classe pré-professionnelle de niveau à la fin de la 5e pour inaptitude aux études? Deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez d'un directeur de département des sciences de l'homme et du CNRS qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui est totalement dysorthographique? Troisièmement, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui est rentré au CNRS, qui a donné sa démission pour rentrer au CEREC, qui a repassé le concours pour re-rentrer au CNRS parce qu'il avait dit à ses collègues de la commission qu'à partir du moment où il aurait envie de re-rentrer, eh bien il re-rentrerait. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un dont la vraie formation a consisté à faire de l'équitation de compétition, puis ensuite de faire des régates sur lesquelles il a appris ce que c'était que apprendre un plan d'eau, contrôler les uns et les autres, prendre ses risques et finalement gagner. Voilà. Je vous dis ça parce que je suis passionné par ce que vous racontez les uns et les autres, et en même temps, c'est vrai qu'on compare toujours ce que l'on dit en général à finalement un peu à soi-même. Et finalement, comment soi-même conduit probablement à choisir des orientations professionnelles conscientes ou inconscientes, qui fait que c'est probablement pas le hasard qu'on arrive à un endroit donné à un moment donné. Alors je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet, mais merci pour votre intervention. Éventuellement, on en rediscutera. Donc le sujet que vous m'avez dit, merci pour le sujet, très beau sujet. Les idées reçues sont-elles un frein à l'innovation? Alors là encore, avant de rentrer, merci, je suis très content de venir ici. D'abord parce que Bordeaux n'est pas une ville inconnue, puisque en particulier, j'ai fait mes études à la fac de Bordeaux et j'ai eu l'immense plaisir et l'avantage d'avoir un certain monsieur Marcel Merle comme professeur en droit international. Et donc, voilà, quant à Vincent Merle, j'ai eu le plaisir de l'accueillir à Aix quand il est venu sur Aix, puisque sa femme Véronique était aixoise. Donc voilà, c'est une certaine manière de boucler la boucle en venant ici, sachant que le thème que vous avez pour votre conférence, votre université, celui de la formation, l'éducation et l'orientation, c'est mon terme, en fait, de l'ensemble de mes activités professionnelles. Alors, si on veut rentrer dans le vif du sujet, et qui est, qu'est-ce que signifie la relation entre idées reçues et frein à l'innovation, j'ai envie de vous dire, eh bien, voilà, oui, les idées reçues sont un frein fantastique à l'innovation. Et cela d'autant plus qu'elles sont multiples, contradictoires. Dans ce cas, leur conjugaison, elle est parfaitement paralysante et elle est désespérante. Et pour illustrer mon propos, je prendrai ce qui est en fait l'histoire actuelle qui nous occupe un peu tous, qui est la réforme du collège, qui est quand même de ce point de vue-là assez intéressante, dans la mesure où cette réforme du collège est en fait l'héritage d'une vieille histoire
que je resituerai au point de jonction, qui est la réforme Abi de 75. C'est vraiment là que les choses se passent, en héritage de quelque chose que je vous recommande de lire, qui est un rapport rédigé par une commission d'études sur la fonction enseignante dans le second degré, qui a été qui était présidé par Pierre Joxe, qui était commandité par Georges Pompidou, dont on sait que ce sont deux grands gauchistes devant l'éternité. Si vous l'avez quelque part dans les bonnes bibliothèques, peut-être que vous l'avez dans le celle du CEREC, eh bien, je vous conseille d'y retourner. Tout à fait passionnant. Donc, ensuite, pour ne pas désespérer Belleville ou ne pas désespérer Pessac, j'aurai la thèse absolument inverse, qui est non, les idées reçues ne sont absolument pas des freins à l'innovation. Au contraire, ce sont des grands moteurs. Et ce sont des moteurs dans deux cas. Le premier cas, c'est quand on déclare la patrie en danger. On déclare la patrie en danger, il y a des facteurs extérieurs, par exemple les nouvelles technologies, qui viennent changer complètement les conditions de l'exercice de l'activité de la formation, ou l'exercice professionnel, où la concurrence internationale remet en cause totalement les conditions économiques et sociales de la compétitivité en territoire. Donc là, on a des injonctions, en quelque sorte, qui sont considérées comme absolues, et qui fait que si on déclare la patrie en danger, eh bien sûr, on va arriver à inventer plein de choses qu'on ne ferait pas dans le cas inverse. Et puis, il y a une autre logique qui est tous ceux qui, frustrés du point de vue individuel et collectif par justement toutes ces idées reçues, en ont ras-le-bol. Et donc, ils décident de s'engager dans des stratégies de rupture. Et là, je vous renvoie aux travaux tout à fait intéressants de Norbert Alter à l'époque, qui disait, ben voilà, vous avez des innovateurs un peu partout, et qui sont très souvent des innovateurs de réaction par rapport à une situation que l'on connaît. Et donc, pour illustrer mon propos, histoire de jouer les anciens combattants, je reprendrai, pas tout à fait, je reprendrai trois exemples. La création du CEREC en 70, avec un personnage assez singulier, qui était Gabriel Ducret. La décision de réformer le comité national du CNRS, qui a quand même une certaine relation avec les questions qui vous intéressent, avec une autre figure intéressante, qui est celle de François Kouriski. Et enfin, pour vous montrer que je ne suis pas totalement passéiste, le travail que peut faire un élu d'une petite collectivité territoriale du sud de l'Adour, visant à un objectif qui est de faire en sorte que le territoire dont il a la responsabilité en tant qu'élu devienne un territoire innovant du XXe siècle dans une logique de partenariat avec l'enseignement supérieur et éventuellement l'enseignement secondaire. Pourquoi évoquer les noms des personnes? Parce que simplement, il ne peut pas y avoir d'innovation sans innovateur, ce qui renvoie à l'intéressante question qui est celle qui produit, quelle est la construction sociale, éducative, qui produit la compétence d'innovation, et j'y vais y revenir tout à l'heure. Mais avant de commencer, puisque c'est une présentation par un Français devant des Français, commençons par préciser de quoi on parle. Vous savez que ça, c'est vraiment une type même de notre logique à nous. Donc, de quoi on parle quand on parle d'idées reçues? Alors, comme je suis moderne, j'ai été sur Wikipédia. Ça remplace les savoirs que l'on agrège pour rien du tout. Et Wikipédia dit « Une idée reçue est une opinion située entre la stéréotype, le cliché et le lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre aisément parce qu'elle est très répandue. Elle est souvent considérée comme une évidence qu'elle aide et elle aide à ne pas réfléchir. » Tout à fait intéressant, c'est trouver cette définition de l'idée reçue, donc je l'ai regardée. Mais j'ai envie d'ajouter, les idées reçues, ce sont souvent des croyances, ce sont des mythes qui fonctionnent d'autant mieux qu'elles se tiennent à distance des faits et qu'elles ignorent les réalités. Et de ce point de vue, quand on fabrique des mythes fondateurs,
qu'on fabrique pour les peuples, pour les pays, pour les nations, mais aussi simplement pour des institutions ou des groupes sociaux, par exemple les institutions scolaires et universitaires. Elles sont absolument indispensables car elles fondent des identités collectives à la suite d'un vrai travail social. Et donc du coup on comprend, face à la discussion qu'il y avait eu hier après-midi, on comprend très bien l'importance de l'histoire, et il en va par exemple pour la France et de l'égalité républicaine, ou pour ici, on pourrait dire que d'une certaine façon, vous êtes en train de fabriquer, à travers la figure de Vincent Merle, une certaine façon de raconter une histoire qui fera que peut-être un jour, il sera le Vercingétorix de cette institution ou de cet endroit. Ça, c'est un travail social. Ensuite, au moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, les idées reçues font Florès, et hier il a été évoqué le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui est quand même de 1913, et plus près de nous, on voit bien sûr tout ce qui touche à l'éducation et la formation avec la réforme du collège. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui a pu être dit, par exemple, sur le risque que la réforme allait faire courir à l'égalité républicaine, ou sur le fait que modifier le régime d'enseignement de latin allait entraîner un nivellement par le bas de l'ensemble des petits Français, restent quand même des idées reçues qui me semblent impressionnantes. Alors, donc, ça c'est pour les idées reçues. Maintenant, si on passe à l'innovation. Pour les économistes, l'innovation c'est quelque chose de précis. C'est en principe une création, c'est une invention efficace, en ce sens qu'elle apporte quelque chose de nouveau à un endroit donné, à un moment donné, par rapport à l'existant, et que cette nouveauté apporte une efficacité accrue par rapport à ce qui était préexistant au regard d'une finalité d'action donnée. Ça, c'est les économistes, c'est carré. Mais qu'est-ce que disent les sociologues? Les sociologues disent pas tout à fait la même chose. Ils disent finalement, une innovation, c'est une subversion d'un ordre social établi préexistant. Et du coup, on peut reprendre la question de pour être innovateur, que faut-il? Pour moi, il faut d'abord ne pas considérer comme une évidence intangible quelque chose qui existe déjà. Il faut croire à la possibilité qu'il existe autre chose et qu'on peut faire différemment. Deuxièmement, il faut ne pas avoir peur d'échouer, ni d'être raillé, ni d'être violemment dénigré, ni, dans un certain nombre de cas, être jugé et condamné, par exemple pour hérésie. Alors pour le raillement, je renvoie l'émission d'il n'y a pas longtemps sur Jean-Philippe Rameau et sur la façon dont justement, en tant que novateur, il avait été accueilli. Quant aux questions d'hérésie, tout le monde connaît Galilée et l'Inquisition, donc voilà, entre l'un et les autres, on peut voir ce que l'on veut. Par contre, il me semble qu'il est intéressant de s'arrêter un instant sur les profils d'innovateurs tels qu'on les a évoqués, en particulier tel que a été présenté Vincent Merle. Il avait pour moi un profil d'innovateur. Mais sur cette génération, j'ai la faiblesse de rappeler qu'il n'était pas le seul. Il y avait, certains d'entre vous se rappellent peut-être de Gérard Van der Poot. Gérard Van der Poot, qui a été un responsable important de la NPE, de la transformation de la NPE, décédé en janvier 1995. J'évoquerai aussi Bernard Mériot, qui a joué un rôle extrêmement important, décédé en 1996. Et dans les survivants, j'évoquerai Yves Barroux, qui est président de l'AFPA et qui raconte de façon tout à fait intéressante dans ce numéro de l'École de Paris sur comment il a été amené à réinventer l'association de formation professionnelle des adultes qui, il n'y a pas si longtemps, était partie en complètement déshérence. Tout au moins, c'est ce qu'on disait en ce qui la concerne. Donc, on voit bien que tous ce que l'on appelle ces profils d'innovateurs sont d'une certaine façon
des marginaux séquents, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à plusieurs mondes tout en étant d'aucun. Ils sont en rupture de banc plus ou moins forte avec leur trajectoire familiale. Et de ce point de vue-là, vous savez que Vincent était en rupture forte avec son père, catholique, social, mais profondément catholique à la bordelaise, et que Vincent, du coup, avait affiché volontairement et fortement son athéisme, avec quelques difficultés du point de vue de l'héritage, point de vue, mais je dis au point de vue héritage, bien entendu, non financier, et ses filles, de ce point de vue-là, lui ont joué quelques tours dans sa vie. Donc voilà, donc, des ruptures à caractère personnel, profondément marquées aussi, tous ceux de cette époque, par la France, avec la guerre d'Algérie, qu'il ne faut pas oublier, entre le FLN et l'OS, avec mai 68, et par rapport au monde, toute la découverte de ce qu'était la Russie stalinienne, sans oublier ce qu'était la Chine de Mao. Autant de situations macro et micro qui font que justement se créent des moments dans lesquels sortent des profils qui sont des profils à caractère un peu particulier, dont pour moi la caractéristique est qu'ils ont envie de s'engager dans l'action, dans une action réformiste et non pas révolutionnaire, et donc ils constituent cette famille de ce qu'on a appelé les social traîtres, vous savez, ceux qui doivent être fusillés en priorité le jour où on fait enfin la vraie rupture, c'est-à-dire la vraie révolution. Donc on a d'un côté la définition de ce qui est les idées reçues, d'un autre côté on a la définition de l'innovation, et ensuite on a à construire les relations entre idées reçues et innovation. Donc ceci suppose qu'on soit capable de regarder pour un pays donné, à une période donnée, et pour un domaine d'action donné, les rapports que peuvent entretenir une conjugaison d'idées reçues avec des capacités à concevoir et à mettre en œuvre des actions innovantes, sachant que, comme on l'a dit, ceci peut être dans des situations qui sont contradictoires, de freinage, ou au contraire, voire des situations puissance de mouvement. Il importe pour nous de montrer que nous avons de ce point de vue, tant conceptuel que méthodologique, à étudier ces rapports dans un rapport qui s'inscrit dans une perspective de temps long, dans ce que j'appelle une perspective brodélienne, c'est-à-dire qui articule des relations entre des temps multiples, depuis les temps longs pluriséculaires jusqu'au temps court de l'immédiat, avec comme contrainte de bien savoir comment s'articulent les multidimensions qui concourent à structurer tous les champs de notre société, l'économie, le social, le technologique, la démographie et les institutions, et avec une double dynamique qui est à la fois paradigmatique et sociétale, telle qu'on l'a pris au lest dans le temps et telle qu'on l'a pris dans un autre centre de recherche qui est gestion et société. De ce point de vue, le domaine de la formation, de l'éducation et de l'orientation est quasi emblématique, puisqu'on peut dire qu'il, d'une certaine manière, il s'est cristallisé il y a 12 siècles de notre histoire, avec la figure non moins emblématique de Carolus Magnus, et que pour le moment, elle s'achève avec le président de la République, qui est François Hollande, en attendant la suite. Plus précisément, l'ensemble s'est structuré dans la singularité de la relation qui se sont établies avec les vicissitudes de l'histoire, à travers, d'un côté, le prince, la religion et le peuple, et d'un autre côté, la noblesse, le clergé et le tiers-état, mettant en relation d'homologie des bases solidement stratifiées du noble et du vil, des groupes professionnels et des classes sociales, avec une architecture d'éducation, formation, orientation. Sur la longue période, qui est la période séculaire, on sait en effet que cet ensemble-là, éducation, formation et orientation, s'inscrit dans la lutte héroïque sous la Troisième République entre l'État et le clergé pour le contrôle de la formation des citoyens, avec d'un côté Jules Ferry, les forces de progrès portées par les républicains, bien entendu laïques, combistes,
liés aux francs-maçons et avec leurs chevaliers, qui étaient les instituteurs, les hussards noirs de la République. Et de l'autre côté, on avait les monarchistes, force de la réaction et de l'obscurantisme, défenseurs des écoles religieuses, et tout particulièrement celles qui relevaient des grands ordres éducatifs, les jésuites, mais pas que, les maristes, les assomptionnistes, sans oublier de parler des bonnes sœurs pour les filles, voire des dominicaines, par exemple, en ce qui concernait celles qui étaient les plus huppées de notre société. Sans cette base, il est impossible de comprendre les dynamismes de l'après-guerre et toutes les sagas qui ont accompagné les évolutions de l'éducation-formation, aussi bien la formation initiale avec les enseignements primaires, secondaires et supérieurs, que les formations professionnelles et technologiques avec l'apprentissage et l'alternance, ou la formation continue tout le long de la vie, avec les inanités des comparaisons récurrentes, hier avec l'Allemagne et aujourd'hui avec la Suisse. Et de ce point de vue, je vous recommande la lecture d'un autre ouvrage que vous avez certainement fait tous, qui est ce que vient de produire la fabrique c'est la fabrique, hein, c'est le think tank de Gallois, sur formation professionnelle et industrie, le regard des acteurs de terrain. Ils ont eu la gentillesse de me demander de faire un commentaire qu'ils ont inclus dans le rapport auquel je vous renvoie. En fait, la réforme du collège, comme exemple de la relation bloquante entre idées reçues et innovation, est intéressante à reprendre, car elle vient s'encastrer dans le grand mouvement de structuration des mythes fondateurs qui structurent la République et son école, ainsi que dans le jeu des acteurs. Cette réforme s'inscrit dans cette périodicité intraséculaire concernant depuis la libération et jusqu'à nos jours. Alors, je rappelle qu'on a le socle fondateur dont on a parlé hier après-midi, avec très rapidement, qui est le grand projet réformateur proposé par Langevin Wallon, commandité par le général de Gaulle, à 2 scientifiques qui étaient des communistes, ce qui n'est pas neutre du tout, et à un moment où on voit que la France a besoin de se reconstruire. Elle s'inscrit également dans la lignée des rapports successifs, plus ou moins appliqués à avorter, la réforme Fouché de 68, la réforme Abi de 75 sur lequel je vais revenir, qui s'inscrit dans la lignée du rapport rédigé en 72 par la commission représentée par Pierre Jox, auquel j'ai fait allusion. Et enfin, cette loi Abi, je rappelle, a en principe été amendée par la réforme Legrand, qui a été jetée aux oubliettes par Alain Savary, à la suite de la bronca qu'elle avait suscitée chez les enseignants. Et ensuite, je laisse, il y a plein d'autres réformes, tous les ministres, comme cela a été évoqué hier, ont été finalement des promoteurs de réformes. En fait, ce qui est intéressant, c'est si on prend le recul, on voit que dans ce grand mouvement de l'après-guerre, on a une rupture idéologico-pédagogique qui s'est faite effectivement avec la réforme Abi de 75 et qui instaurait le collège unique. Cette dernière est considérée par le président du SNALC de 2000, Bertrand Kuntz, comme une des grandes dates de l'éducation nationale contemporaine, celle du début de son effondrement. Et là encore, si vous êtes intéressé par les documentations, qui est voilà, panorama des réformes depuis 1945 par M. Bernard Kuntz, président du syndicat du SNALC, qui a été présenté dans une session d'une institution qui s'appelle l'Académie Éducation et Études Sociales, qui relève des milieux catholiques, j'aurais envie de dire, également apostoliques et romains. Mais ceci est une autre histoire. Donc voilà, hein, on a donc cette dernière oppose, donc la réforme, elle repose de façon claire, les tenants de l'école traditionnelle garante avec sa classe, ses professeurs et leur magistère, ses disciplines et ses enseignements des langues anciennes. Elle est garante de l'excellence républicaine associée à des orientations précoces
vers des enseignements plus tournés vers la pratique des jeunes inaptes aux études longues et à fort contenu conceptuel. Et de l'autre côté, vous avez les tenants d'une école républicaine capable d'offrir à tous ses enfants la même opportunité de faire des études longues jusqu'à l'enseignement supérieur, en nudifiant les filières, en modifiant le contenu des programmes et, surtout, en modifiant les pratiques pédagogiques de façon à les adapter à la variété des élèves. Donc là, on a deux ensembles solidement construits qui s'affrontent et qui, bien entendu, pour les tenants de la première école, c'est-à-dire ceux de la tradition, il s'agit d'une vision, il s'agit de considérer que leurs opposants ont une vision purement idéologique qui ne résiste pas à la réalité des faits et qui constitue au mieux une escroquerie intellectuelle et au pire un désastre national. Et cela, on le retrouve quand on a les discussions aujourd'hui autour du collège, telles qu'elles ont été menées. C'est dans ce grand mouvement on serait responsable, dit Bernard Goetz, des intellectuels de gauche à petits pieds, parmi lesquels figurent en bonne place, je vous donne qui, Philippe Mérieux, Pierre Bourdieu et François Dubé. C'est dommage, il n'est pas là. Donc il est considéré comme justement un de ceux qui contribuent activement à détruire l'école de la France. Voilà. Donc, oui. Je continue. Bon, combien de temps? 5 minutes. Bon. Donc voilà, je laisse de côté tous ceux qui considèrent quelles étaient les approches qu'on pouvait reprocher à cette école, de cette nouvelle école, qui était, elle considérait comme postulat en quelque sorte, et non pas comme hypothèse, d'une postulat pédagogiquement correcte, que tous les enfants ont des aptitudes égales, qu'il s'agit ensuite que, du coup, toute sélection est mauvaise par nature, qu'apprendre ne saurait se satisfaire en dehors de la notion de plaisir, que la contrainte doit être proscrite de la démarche éducative et que l'orientation dans ce cadre ne saurait se faire que sur le projet personnel de l'élève. Enfin, tout ce qui est ancien serait mauvais par nature. Donc voilà, les seuls aspects qui sont un peu jugés positifs, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on aurait un retour du latin en 5e, qui traduirait une volonté ministérielle de restaurer les humanités, l'introduction d'un enseignement technologique lourd en 3e, qui ouvrirait une possibilité de diversifier des parcours et la possibilité de créer des 6e d'adaptation pour les enfants arrivant au collège sans disposer de bases requises pour la réussite. Comme il me reste que 3 minutes maintenant, pour la deuxième partie de mon exposé, simplement je rappelais que si le CEREC a été créé en 1970, ce n'est pas de rien. Il a été créé à la suite de commissions du plan, avec la création de l'intergroupe formation-qualification, dans un contexte qui a été rappelé, qui était un contexte d'une part de pénurie de main-d'œuvre, avec des niveaux de chômage qui étaient extrêmement faibles, puisqu'il était inférieur à 4%, et dans le contexte post-68, où justement était en train d'exploser le nombre d'élèves circulant dans l'éducation-formation. En ce qui me concerne, pour dire ce qui me paraît le plus innovant dans les activités du CEREC, c'est pas tellement d'avoir créé l'Observatoire des entrées dans la vie active ou d'avoir créé le répertoire des métiers, c'est deux autres choses. D'avoir créé le réseau des centres associés, qui est quand même, il fallait le faire. Dire que pour un établissement public à caractère administratif, on allait mettre des postes dans des labos d'université et on allait les faire travailler de façon harmonieuse, un ensemble intellectuel et pratique, en vue de dire des choses, si possible, intelligentes sur les réformes de l'éducation, la formation, l'emploi, le travail et l'orientation. Encore plus innovant que ça,
en 1971 et créé la loi sur l'obligation des entreprises de financer la formation continue. Cette loi, y compris en accompagnement de la loi sur l'apprentissage, prévoit que, je ne sais pas, 0,2% ou 0,3% peut être utilisé pour faire des études et des recherches. Et à ce moment-là, avec Pierre Bergougnan, qui est le directeur des ressources humaines de Dassault, il nous vient une bonne idée, qui est Dassault va verser au CEREC X% de ce qu'il doit sur l'étude, et avec cela, nous allons envoyer en mission à l'étranger des cadres supérieurs de Dassault, des syndicalistes de Dassault et des chercheurs en sciences humaines et sociales pour aller faire le tour de ce que l'on peut regarder dans le monde, qui permettra peut-être aux uns et aux autres de comprendre que l'exception culturelle française peut être regardée d'un œil différent de celui qu'on considère d'habitude. Et de ce point de vue-là, c'est à la suite de ces missions de cet ordre-là, ayant été chez Lockheed Aircraft, ayant regardé comment Lockheed Aircraft avait développé ses CAD-CAM, c'est-à-dire tout ce qui était la conception assistée par ordinateur, en re-rentrant chez Dassault, à la maison mère, on a dit à la direction générale, l'avenir de votre bureau d'études est complètement chamboulé par les technologies qu'on a observées chez Lockheed. Et donc on a été envoyé, Pierre Bergougnan et moi, à retourner chez Lockheed pour regarder de beaucoup plus près ce qu'étaient les transformations du travail dans les bureaux d'études. Et on est revenu avec la confirmation de l'idée que c'était vraiment un bouleversement total. Et du coup, Dassault a acheté le logiciel de Lockheed. Je rappelle que Renault utilisait Euclid à ce moment-là. Il a acheté et c'est l'origine de Dassault Systèmes. Donc, vous voyez, il peut arriver que des établissements publics à caractère administratif, mobilisant un peu d'intelligence, aient réussi finalement à faire transformer profondément des choses que personne ne peut penser que ce soit faisable. Et pour finir, mais là vraiment en deux mots, j'évoquais tout simplement la volonté d'une collectivité territoriale du sud de l'Adour de mobiliser l'université à des fins de compétitivité de son territoire. C'est tout à fait intéressant de voir comment, là aussi, une personne assez atypique, élue, a dit « mais moi, cette idée que la côte basque, ça va être le réservoir de… » Alors c'est la silver economy maintenant, c'est-à-dire on va utiliser les lieux et on va faire du business avec, donc tout ça, ça ne marche pas. On va faire autre chose. On va développer le territoire sur la base d'une innovation du XXIe siècle. Et donc, on va fabriquer des tiers-lieux. On va installer un Fab Lab. On va installer des lieux de coworking. On va installer un endroit où on va faire venir des chercheurs résidents. On va faire venir des sportifs de haut niveau, résidents également. Et à partir de là, on va faire à Saint-Jean-de-Luz, comme ont su les faire les voileux de la Bretagne Sud, avec tout le sport de compétition de croisière, ou comme ont su les faire les gens des Alpes avec le ski et les universités de Grenoble. On va faire la même chose. On va créer une plateforme qui sera une plateforme de mise en rencontre de la science, de la technologie et de l'industrie. Je rappelle qu'à cet endroit-là, il y a quand même le siège de Quicksilver, qui est une entreprise mondiale de la glisse. Il y a aussi un centre de recherche et développement de l'ensemble de Decathlon. Et donc, voilà, c'est un appel d'offres qui a été fait aux universitaires en leur disant « Est-ce que vous êtes prêts à nous amener une maîtrise M1, M2 professionnalisante ? Est-ce que vous êtes prêts à nous monter une licence également par apprentissage et par alternance, de façon à faire le lien avec les Bac+2, sachant qu'il y a beaucoup plus de Bac+2 BTS
que IUT et que c'est les universités qui ont le monopole de la licence? Et est-ce que vous êtes prêt, à partir de là, à faire en sorte que, en relation avec la conception moderne de l'activité enseignement-recherche, qui est nos laboratoires sont des nœuds de réseau, et nos laboratoires sont des nœuds de réseau de territorialité de différents niveaux, ce nœud de recherche, cette plateforme, sera une plateforme aquitaine, une plateforme européenne et une vraie plateforme mondiale, puisque les sports de glisse sont mondiaux. Vous savez que viennent des Hawaïens, des Brésiliens, des Australiens, sans oublier les gens de Californie, et que d'une certaine façon, l'idée innovante de faire que la décision publique puisse être une décision structurante de l'enseignement supérieur recherche est une idée qui est susceptible d'être réussie. Merci, vous m'excusez d'avoir été trop long. Mais... Merci beaucoup. Je vais prendre juste une seconde, si vous le voulez bien, pour remercier en votre nom à tous. D'abord, les membres du comité scientifique qui ont travaillé toute l'année à la préparation de cette manifestation, et puis surtout les gens de Aquitaine Cap Métier qui nous ont aidés. Et parmi ceux-là, j'aurais bien sûr une amitié toute particulière pour Jean-Pierre Michaud qui a orchestré tout ce qui nous a permis de tenir cette université, et Olivier Maurice, qui doit être quelque part par là, qui lui aussi a non seulement participé concrètement à l'organisation de la manifestation, mais en plus c'est lui qui a fait tous les petits dessins que vous avez pu voir dans les salles et à l'écran défiler. Ils ont été faits sous sa plume. Aquitaine Cap Métier est un réservoir de talent, vous l'aurez compris. Et écoutez, je vais vous dire à la prochaine. On va se remettre au travail. On va continuer et échanger, comme d'habitude, et chercher de nouvelles idées pour la prochaine, la 21e probablement, édition. En tout cas, un grand merci à tous pour votre présence. Un grand merci à André et Alain Diribarne pour ces 2 dernières séquences de discussion avec vous. Et puis je vous dis, voilà, à bientôt. Prenez soin de vous.